Quand en 2003, les bureaux du FBI à Saint-Louis sont cambriolés par des militants Black Panthers, on découvre alors parmi les milliers de documents l'existence d'un programme secret, COINTELPRO. Mis en place par le légendaire directeur du FBI, John Edgar Hoover, le programme vise à éliminer toute organisation décrite comme socialiste, révolutionnaire ou qui pourrait déstabiliser le système politique des États-Unis, en particulier les organisations de droits civiques des Noirs. We want to make it clear to black youth that if they want to be revolutionaries, they will be dead revolutionaries. Comme le disait une des notes internes, on met les deux organisations sur le ring et on laisse la nature suivre son cours. La lecture du programme fait froid dans le dos. Ils sont expliqués les différentes méthodes pour parvenir à leur fin. Le but était de créer une division au sein d'un même groupe ou entre deux groupes et qu'ils finissent par essayer de s'assassiner entre eux et qu'ils y parviennent. La technique de COINTELPRO, c'est l'infiltration. L'homme qui se précipite pour faire du bouche à Malcolm X, mortellement touché, n'est autre que son bras droit. Mais c'est aussi un agent du FBI. L'ordre d'éliminer Martin Luther King est donné par Hoover lui-même. Mais celui qui donne le feu vert pour l'abattre est l'agent McCulloch, un proche de Luther King. Mon chef de section, l'homme qui m'a entraîné, mon mentor, celui qui m'a appris l'histoire des Black Panthers, qui m'a appris le combat corps à corps, le maniement des armes, le code des Panthers. Eh bien, cet homme-là, mon mentor, mon grand frère, était un flic infiltré et il a témoigné contre moi au procès des Panthers 21. Toute sa jeunesse, Tupac a entendu ressasser ces histoires de Black Panthers assassinés dans leur sommeil, de rivalités entre leaders, de guerres internes créées de toutes pièces. En moins de 10 ans, ce sont ces manipulations qui ont eu raison des Black Panthers. COINTELPRO, à l'époque, a créé les conditions pour assassiner Malcolm X, pour assassiner Martin Luther King, pour détruire le parti des Black Panthers et aujourd'hui, pour éliminer Tupac Shakur. Je me sens mal à l'aise. C'était de la merde tout ça. C'était une perte de temps. Nous avons détruit la vie de beaucoup de gens, même si j'ai passé mon temps à le nier. Il m'a dit qu'il recevait des lettres de plusieurs personnes lui demandant de faire certaines choses, lui disant que Biggie avait orchestré la fusillade. Et il y avait certaines lettres qui disaient qu'il n'était pas responsable. Ça allait dans les deux sens. Ça, c'était le stade embryonnaire. Cela a vraiment commencé à prendre forme quand il est sorti de prison et qu'il s'est lié à Suge Knight. Suge Knight avait définitivement une influence sur lui. Une influence peut-être forcée. Forcée par des motivations de régler ses comptes avec Biggie grâce à Suge Knight. Entre alors en piste Suge Knight, le parrain du rap à la tête de Death Row, le label des monstres sacrés, Ice Cube, Dr. Dre et Snoop Dogg. Il fait une offre que Tupac ne peut refuser, la liberté. Il paie sa caution en échange de 2 albums pour Death Row. Quand il est sorti de prison, il savait qu'il avait besoin d'une armée autour de lui. Il savait que la mainmise de Suge Knight sur la rue et son bras long dans la ville lui offrait cette armée nombreuse et intouchable. Oui, stratégiquement, pouvoir disposer d'une telle puissance de feu a joué un rôle peut-être plus important dans sa décision de rejoindre Death Row que le côté financier et artistique. Tupac rentre chez lui en Californie et s'affiche en rouge, la couleur du gang des Bloods, le gang de Suge Knight. Il a donc une armée à sa disposition et une vengeance à assouvir. Régler ses comptes avec Biggie. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que Death Row était des années-lumière en avance. C'était le summum. Tout le monde voulait signer chez Death Row. Bad Boy est arrivé, mais il ne pouvait pas rivaliser.
Je taquinais Simon, c'est comme ça que j'appelais Souge, de son vrai nom. Tu peux sortir un mec du ghetto, mais le ghetto, il vient avec toi. Et ça, c'était le problème de Shug. À 20 km de Los Angeles downtown, voici Compton, un des quartiers les plus durs de Los Angeles. Suge Knight a grandi ici dans une ambiance de guerre civile. Là où sont nés le gangsta rap et le mythique groupe NWA. Cette année, on a déjà 133 meurtres qui n'ont pas été élucidés, ici à Compton. Et l'année n'est pas finie. Ici, à l'entrée du commissariat, il y a des boîtes aux lettres où les repentis des gangs peuvent déposer anonymement drogues et armes à feu. Chaque section de gang contrôle un quartier bien défini. La voie ferrée sépare les deux gangs les plus importants. Deux gangs ennemis. Les Crips à l'ouest, les Bloods à l'est. Né juste après la disparition des Black Panthers, le but de ces gangs était à l'origine de protéger les quartiers noirs. Aujourd'hui, l'idéal est moins noble. Il s'agit de contrôler des secteurs pour la drogue et le racket. Au cœur de Compton, nous rencontrons un des chefs du gang des Crips. Explication. La moitié de Compton, c'est des Bloods, l'autre moitié, c'est des Crips. En fait, les deux tiers, c'est des Crips et un tiers, c'est des Bloods. Il y a plus de Crips que de Bloods. Ici, il n'y a que des Crips autour de nous. Moi, je suis de Tradnew Park, à Compton. On s'entend avec les mecs d'ici sur Arcadia Boulevard. On ne s'entend pas avec Naughty Blood ou des négros comme ça. On est ici du côté ouest. Beaucoup de love pour les mecs de l'ouest. Et tous les autres là-bas, de l'autre côté, c'est des Bloods. Les Crips, on a plein de méthodes pour se faire du fric. On vend de la drogue, des armes, on a des putes, on fait tout. Tu organises ton business de drogue, tu vends des armes, on tue, on vole, on braque. Tu fais ce que tu dois faire pour survivre ici. Suge Knight vient de l'autre côté de la voie ferrée. Il fait partie des Mob Piru, un gang de Bloods. À Compton, tout le monde redoute Suge Knight et connaît son ascension fulgurante. Ouais, on connaît bien Suge. On a grandi avec lui. Mais quel genre de mec c'était? C'était un môme bien. Il était cool, petit. Et quand il est devenu une star, vous avez continué à le voir? Non, il est parti de son côté. Et puis nous d'une autre. Non. Nous, on est avec une église. Nous menons notre vie comme l'église le veut. Tu peux être en ville, mais pas de la ville. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un bon frère. Il faut juste éviter de lui marcher sur les pieds. La liste des crimes imputés à Suge Knight est vertigineuse. Même le gouvernement n'ose pas l'affronter, ni au tribunal, ni dans la rue. L'argent de Suge Knight venait de la rue. En 1991, l'image que se faisait le gouvernement de Death Row et de Suge Knight, c'était trafic d'armes, drogue, homicide. Le terme technique, c'est RICO, racket, trafic d'influence et crime organisé. Ils ont présenté les preuves plusieurs fois devant un jury populaire, mais ils n'ont jamais été inculpés. Il n'y a jamais eu de procès. Eh ouais. Eh oui, c'est comme ça. Faut dire que son associé, l'avocat Bruce Kenner, véritable patron dans l'ombre du label Death Row, n'est autre que le consigliere de la famille des Genovese, la mafia américaine. Est-ce que Death Row est une organisation criminelle? Est-ce qu'elle fonctionne comme une organisation criminelle? Oui, absolument. Toutes les preuves ont été présentées devant la justice, mais je vous le répète, ces gens-là n'ont jamais été inculpés. À un moment donné, les revenus de Suge Knight, et c'est quelqu'un issu des minorités, étaient de 10 millions de dollars par mois. Écoutez, vraiment, à cette époque-là, s'il voulait acheter cash le gouvernement fédéral, théoriquement, il pouvait le faire. C'est cette ascension fulgurante qui l'a fait apparaître sur le radar du gouvernement.
Suge Knight règne. Il paye journalistes, procureurs, policiers. 40 flics finiront par travailler pour Death Row. Il règne sur la ville. En 91, un de mes collègues policiers était ami avec Suge Knight. Il s'occupait de la sécurité de Death Row et il avait engagé des policiers qui travaillaient en heures supplémentaires. C'est comme ça que la saga de Death Row a commencé pour moi. Même si vous êtes policier et en heure sup, vous n'êtes pas là pour faire la police avec les célébrités. Vous êtes un garde du corps. Tout ce qui se passe derrière les portes fermées reste derrière les portes fermées. C'est comme on dit, je vois, mais j'ai les yeux fermés. Il voit tout ce qui se passe à Death Row, mais il doit fermer l'œil. J'ai commencé comme garde du corps, mais un peu plus tard, j'ai rejoint le FBI pendant l'investigation sur le racket et celle de Suge Knight. Kevin Aki sait qu'il travaille pour une organisation sans pitié, d'une violence extrême, une des plus puissantes des États-Unis. Il devient un infiltré au cœur de la mafia. C'était une situation inconfortable. Ils apprenaient la vérité. Si on allait retrouver mon cadavre un matin quelque part, oui, c'est des pensées qui me traversaient l'esprit. Apparemment, j'ai bien joué le rôle. Et chez les sopranos du rap, Tupac n'a pas oublié Biggie. I have proved things that I could say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. I go to jail for a crime everybody know I did not commit, get shot 5 times, and I'm getting raped in jail, wompty, wompty. They just say anything to assassinate my character. What that showed me, remember this lack of a conscience when I come out. Remember this lack of mercy when I come out. Remember this lack of compassion when I come out. Sorti de prison, il peut maintenant mener sa guerre efficacement et gagner. And win, yeah. Every nigga on the road got cases. Even the female. Joel got cases. God damn it. Everybody on the road got problems with the motherfucking law. Fat motherfucking Biggie came in the game gonna try to cross the niggas. Then they gonna make a song called L.A. Même si Death Row va à l'encontre de ses principes, Tupac est déchaîné. Disques, clips, dans la rue et sur scène, il règle ses comptes avec Biggie, Puff Daddy et Jack l'Haïtien. Biggie dormait sur le canapé de Tupac. À présent, s'il met un pied à Los Angeles, c'est un homme mort.